En piste pour le quart d'heure américain. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode hors série numéro 8 du quart d'heure américain. Aujourd'hui, on va vous parler de la vie que tout le monde déteste avoir, mais que tout le monde a forcément un jour à travers le film Vivarium de Lorcan Finnegan, sorti en mars 2020 avec Jesse Eisenberg dans le rôle de Tom, Imogen Poots dans le rôle de Gemma, Senna Jennings dans le rôle du petit garçon, et puis voilà quoi. Une belle brochette, brochette. Une belle brochette, ouais. Jonathan Harris dans le rôle de Martin. Oui, c'est vrai. Ouais, et donc, pour bousiller votre vision de la vie idéale de la classe moyenne, j'ai avec moi Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Mike. Il intervient sans dire bonjour, t'es pas poli toi. Merde. Ah bah voilà. Et Loris. Bonjour Loris. Salut Mike. Ça va? Ça va. Et alors, on va parler de Vivarium ensemble. Excuse-moi Mike. Oui. Je t'ai dit bonjour? Non. Bonjour Mike. Merci. Allez, Vivarium. Du coup, c'est quoi? C'est un petit couple anglais qui cherche à acheter une maison. Et du coup, ils vont visiter une agence immobilière où ils sont accueillis par un mec ultra chelou qui va avec un beau sourire. Avec un très beau sourire, mais un peu vraiment. Le sourire figé, très glaçant. Tu vois qu'il y a un truc très angoissant. Tu vois qu'il y a un truc inquiétant qui se passe. Très propre. Très propre sur lui. La mèche et tout le cadre même de l'agence, c'est assez flippant. Ouais, c'est très Ikea. Oui, c'est ça. Et du coup, il les conduit dans la suburb, la banlieue, pour qu'ils puissent un peu visiter les maisons sur place, et notamment la maison numéro 9, qu'ils vont visiter. Qui sera l'héroïne du film. Ouais. Et toutes les maisons sont identiques dans ce lotissement qu'ils appellent... les maisons sont appelées des Vauvert. Des Vauvert. Yonder. Ouais, c'est-à-dire Yonder, là-bas. Ouais. Exact. C'est l'au-delà, c'est là-bas. Parce que du coup, ils arrivent ils traversent une forêt et ils arrivent en fait au milieu de nulle part, mais c'est une grosse banlieue où, comme tu l'as dit, toutes les maisons se ressemblent, exactement à l'identique, la même raie de jardin, les mêmes immobiliers dans la maison, etc. Et t'as l'impression qu'ils sont en fait déjà enfermés dans une sorte de labyrinthe dès qu'ils arrivent, puisque tout se ressemble, ils savent même plus trop se situer. Tu vois déjà dans le ciel les nuages se ressemblent, c'est vraiment très très bizarre. Et pour l'instant ils ont toujours ce fameux Martin comme guide, donc il leur fait visiter la maison. Voilà. Et Martin disparaît. Donc du coup ils se retrouvent tout seuls dans cette maison. Ils décident de partir. De prendre la route. On en a assez vu, hein, c'est sympa. C'était chelou, mais bon. Elle semble un petit peu convaincue, parce que de toute façon elle est dans ce prisme, tu vois, de culturel et social qu'il faut absolument avoir un chez soi et du vent chez les mecs. Et j'ai un extrait qui parle de cette pression sociale qui pousse effectivement l'héroïne Gemma à potentiellement acheter une maison. Bonjour. Alors, c'est recherche de maison? Ça va, enfin, j'avoue que j'ai l'impression que c'est sans fin. Un bon conseil, le marché explose, il faut vous jeter à l'eau. Ouais, on passe justement chez une agence tout à l'heure. Ne vous faites pas avoir, Gemma. D'accord, au revoir. Au revoir. Au revoir. Ouais, donc va l'acheter ta maison, voilà. va. Il faut acheter une maison, sinon tu n'es pas inséré dans la société, c'est bien connu. Exactement. Voilà. Mais du coup, jusque-là, j'ai envie de dire, le film nous prend un petit peu. Enfin, moi, j'étais intéressé. Moi, j'étais dedans aussi. Qu'est-ce qu'ils vont nous raconter? Voilà, ça partait bien. Ça partait bien jusqu'en fait au moment où ils se retrouvent, ils se rendent compte que le mec, l'agent immobilier s'est barré et ils sont là seuls, perdus. Puisqu'ils essayent de faire demi-tour et ils trouvent pas la sortie de la banlieue. Là, comme le film commence, t'es dans un épisode de Black Mirror ou de la quatrième dimension, où tu sais qu'effectivement tu vas taper dans les archétypes même de la consommation, du capitalisme, et puis voilà. C'est ce que je me disais, c'est un super film de bande-annonce ou un super court-métrage. Et il en a fait un court-métrage justement. C'est ça, ouais. Le réal. À la base, c'est un court-métrage qu'ils ont développé en long. C'est la fausse bonne idée. Ah bah voilà. Mais non, mais c'est ça, parce qu'en fait, dans son cours, il a aussi, j'ai vu quelques images, il avait effectivement cette zone pavillonnaire qui était pas verte comme dans le film, mais qui existait déjà. Et donc effectivement, il voulait le mettre sur grand écran. D'ailleurs, la sortie du film a été prévue le 11 mars 2020, 3 jours avant le 11 mars, ouais, c'est ça. Ouais, le 11 mars. Le confinement à partir du 17 mars, et les salles de cinéma ont été contraintes de fermer le samedi d'avant, donc c'est-à-dire le 14. Donc là, il y a une exploitation en salle que de 3 jours, le pauvre. Ouais, c'est pour ça que très rapidement, il est sorti en VOD. C'est ça. Il était dans la thématique, du coup. Ah oui, non, ouais. Mais dans la thématique de l'enfermement. Ouais, c'est ça. Oui, et le film devient très vite plat, puisque
ils essayent de s'échapper, du coup. Ils comprennent qu'il y a quelque chose va pas. Mais on tourne très vite en rond. C'est là où on se dit qu'un film, pour raconter ça, c'est peut-être un petit peu trop long et on s'ennuie assez rapidement. Une fois le premier tiers passé, franchement, j'ai commencé à regarder ma montre parce que déjà, je savais plus ou moins comment ça allait finir. Et ensuite, ce qui est montré à l'écran, c'est pas spécialement intéressant. Bon, après, on peut aimer les décors aseptisés, comme je disais, très Ikea, très Toy Story. Très Toy Story. Ça, c'est une direction artistique qui est engagée. Ok, ça me va. Petits nuages immobiles. Par contre, tout ce qui s'y passe, même le gamin qui peut être très. Oui, parce qu'ils se retrouvent à. Ils ne l'adoptent pas vraiment, mais on leur impose un bébé qui grandit très rapidement. Et qui est arrivé dans un carton. Qui est arrivé dans un carton, parce que tout leur arrive tous les matins dans un carton. La nourriture, sous vide, le bébé, et donc ils doivent s'occuper de l'éducation de ce bébé. Il faut qu'il l'éduque, qu'il s'en occupe bien, pour avoir éventuellement la garantie, je crois, de pouvoir sortir. C'est le message qui est écrit effectivement sur la box, sur le c'est un peu carton. ambigu. Le message de vous serez libéré. Oui, ouais, c'est ça, vous serez libéré. Oui, c'est vrai que vous serez libéré de là-bas. Ça veut pas dire forcément que vous allez être libéré vivant, comme nous on l'entend. Voilà. Et c'est là aussi justement où je dis que c'est un peu cousu de fil blanc, c'est que on voit très vite où est-ce que ça va aller. Du coup, le film tourne autour justement de la vie quotidienne de ce couple-là qui vont devoir être obligés d'éduquer cet enfant, qui grandit très vite. Mais eux aussi, le couple va forcément avoir des problèmes puisqu'ils ont une vision très différente de comment gérer cette situation, puisque Gemma, elle va avoir un peu son côté maternel qui ressort et elle va finalement s'attacher à cet enfant qui n'a pas de nom. Tout en lui disant à chaque fois, je ne suis pas ta mère. Tout en disant elle ça. lui répète, I'm not your fucking mother. Et quand effectivement Tom essaye de l'enfermer dans la voiture pour s'en débarrasser, elle va aller le sauver, mais du coup, fausse bonne idée aussi. Il pète un plomb complet puisqu'il se rend compte que, il se dit, si on peut pas s'échapper par les côtés, on va peut-être pouvoir s'échapper ou faire quelque chose en creusant. Du coup, il va passer ses journées à creuser le sol pour essayer de s'échapper. Et il creuse sa tombe. C'est là où effectivement c'est toujours assez grossier. On convoque un petit peu de la mythologie. On fait là, le type effectivement, comme tu dis, ça peut être une métaphore parce qu'il est en train de creuser sa tombe. Ouais, moi j'ai aussi vu, il y a une représentation, c'est du mythe de Sisyphe. Sisyphe qui est condamné à pousser sa pierre. Lui, en fait, sachant que Sisyphe, comme disait Albert Camus, au début, c'est le héros ultime de l'absurde parce qu'il pense que ce qu'il fait est une bonne chose, que ça va le sauver, que ça va l'aider, et il se complaît là-dedans. Donc lui, au début, quand il creuse, c'est parce qu'il cherche quelque chose. Il pense qu'en creusant, il va trouver une absolue ou une délivrance ou quoi. Mais après, c'est plus la question. Il a juste besoin de creuser pour exister. C'est ça, pour avoir une routine quotidienne, etc. Sinon, tu deviens fou, clairement. Et bon, il va pas trouver la délivrance, mais par contre, il va trouver un corps emballé. En creusant. Parce qu'il creuse, et d'un coup, il pense entendre des voix, mais finalement, il tombe sur un sac. Et il se rend compte que il y a quelqu'un qui est dedans et que quelqu'un a été enterré ici. En parallèle, Gemma, elle, continue d'essayer de gérer l'enfant parce que du coup, ils ont qui gueule tout le temps, et qui grandit et très rapidement. Ouais, et puis une croissance exponentielle incroyable. Voilà, alors je crois que je sais pas, il reste combien de temps fermé, 1 an, peut-être quelque chose comme ça, en tout et pour tout. Je crois parce qu'il grandit très vite, c'est genre en 3 mois, il a pris 10 ans plus ou moins. Ouais, il grandit super vite et puis le temps devient complètement une abstraction. En fait, je pensais aussi, là aussi, on est nouveau dans la métaphore un peu facile, de dire voilà, le temps n'existe plus, c'est une abstraction totale. Eux-mêmes sont perdus, c'est dans ce labyrinthe qui est aussi une espèce c'est le dédale mythologique où le Minotaure, en fait, c'est eux-mêmes. C'est leurs habitudes routinières. Ils passent de maison en maison. Tu sais, quand ils essayent de s'échapper, ils passent par le jardin. Ils ont toujours la même routine, toujours le même chemin, et jusqu'à ce qu'ils trouvent une maison c'est ça, avec de la lumière. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Je ne sais plus. C'est la leur. C'est là. Ah oui, voilà, ils retournent sur la leur. Ils retournent sur la leur où du coup, ils sont essoufflés, ils ont faim, ils vont manger les fraises et boire le champagne. Ouais, c'est ça. Qui n'a pas de goût d'ailleurs. Qui n'a pas de goût. Oui, ça aussi. Donc on est sur de la nourriture aseptisée. On est sur tout est aseptisé. Donc, exactement. La nourriture n'a plus de goût, plus rien n'a de saveur en fait. Jusqu'à ce que du coup Gemma pète un peu un plomb. Enfin aussi, oui, elle suit le gamin qui est devenu adulte, mais qui lui tous les jours part en fait, va apparemment voir quelqu'un, on sait pas qui, donc elle le suit. Et là, il y a un peu un délire des enfers où c'est un peu psychédélique. Elle va se retrouver téléportée dans plusieurs maisons où elle se rend compte qu'en fait cette situation qu'elle est en train de vivre, d'autres gens sont aussi en train de la vivre puisque c'est un cycle qui se répète apparemment. Et elle va essayer d'attaquer ce garçon parce que bon, on l'a pas dit, mais du coup son ami, son amant là, Tom meurt d'une sorte de maladie, on sait pas trop pourquoi.
C'est Il a apparemment sans doute chopé en creusant. Voilà, c'est la destinée des personnages qui sont là de toute manière. Et elle, en pétant un plomb, elle va essayer d'attaquer l'enfant devenu adulte et il va s'échapper en fait, je pense En dessous du trottoir. Voilà, En dessous le trottoir. en dessous du Mais trottoir. ça, j'ai trouvé ça. Mais c'était chouette, ouais, c'est une bonne idée. Là, quand il s'échappe. Mais il disparaît comme une petite sauterelle, là, enfin une. Ouais, c'est ça. Enfin pas en sautant, mais je veux dire une araignée qui. Ouais, oui, c'est ça, ouais, C'est C'est un suppôt de Satan en fait. C'est ça, je pense. Oui, parce qu'il a, Donc, enfin, tu le vois quand le gosse hurle, il y a toujours un râle un peu plus grave qui rappelle un démon, quelque chose qui l'habite. Non? c'est ça. Oui, exactement ça. Tout à fait. Mais elle va essayer de le suivre. Merci. Et au final, elle meurt. Du coup, je sais plus comment. Je crois que j'ai un peu éludé cette partie du comment elle meurt. Non, c'est lui qui la tue. Enfin, le gamin qui la tue, non. Il la tue, il la met dans un sac plastique. Ah, si, je crois Ouais, que t'as. c'est- Non, mais, Non, il la tue pas. Elle meurt comme Tom. Elle meurt d'une sorte de maladie. Elle meurt. Sa vie s'arrête. On sait pas trop pourquoi. Lui, il est juste là pour emballer les corps. Ah, voilà. Et ensuite, Ce qu'il fait avec l'agent immobilier quand il prend sa place à la fin. Exactement. Du coup, Oui, c'est ça. c'est juste l'histoire ils vont emprisonner des hommes, un homme et une femme, qui vont élever un enfant, qui va finalement les jeter dans leur propre tombe qu'ils ont creusée, ce qui est assez drôle. Et lui va remplacer le premier agent immobilier qui aussi, quand il arrive, a vieilli, meurt directement. Et du coup, tu vois, c'est là aussi, je pense que, en fait, le temps n'est pas perceptible de la même manière suivant qu'on soit dans le lotissement ou pas. Et que le premier, tu vois, agent immobilier, effectivement, lui a beaucoup vieilli. On pourrait dire comme l'autre en fait quand il est dans le lotissement, mais je pense que au contraire, le temps était plus ou moins figé dans le lotissement et là on voit que c'est là que le temps a passé dans un monde un peu plus réel. Une sorte d'interstellar. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et vous vous rappelez la scène d'ouverture sur le nid c'est un nid de coucou, je crois. Ouais. Vous pensez pas que c'est un teaser un peu de la vie qui va leur arriver? c'est exactement ça. c'est ça. C'est un peu ça. Mais en fait, il y a que ça. Il y a que des espèces de métaphores, tu vois, d'images. Un peu lourde. Ouais, c'est pas très malin. Surtout que cette critique, c'est aussi une critique, je sais pas, c'est de la consommation, de la vie bien rangée, etc. C'est des films, on en a vu, je veux dire, 1 milliard. Prenez American Beauty, par exemple, il y a 20 ans. Voilà. Si vous voulez voir un film qui fait une critique en ce sens-là, regardez American Beauty et puis vous avez tout compris. Là, il essaye de faire quelque chose dans ce genre-là. Sauf que, comme on dit, ça devient très vite plat, ennuyeux et cousu de fil blanc. Bon, on peut voir l'équivalent dans Black Mirror, comme on disait tout à l'heure, hein, et peut-être des fois de manière un peu mieux écrite. Mais qui passe en 45 minutes. Et qui passe très bien en 45 minutes. Ouais, en fait, c'est un film qui veut dire que il y a des situations banales de la vie qui peuvent être oppressantes et angoissantes. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on revient à dire, c'est la psychanalyse, c'est la banalité hostile. Hostile, ouais, c'est ça. Complètement ça. Ok, Donc autant te dire quoi, on était moyennement emballé, hein, je pense, Lolo. Une bonne bande-annonce. une bonne, ouais. C'est. Ouais. Non, moi, j'ai eu du mal aussi à rentrer dedans. Effectivement, pour la première demi-heure, c'est cool. Parce que tu dis, qu'est-ce qui va arriver? Mais alors, dès que le gosse arrive et qu'il grandit, alors là. Puis le gosse c'est insupportable. Mais le joue physique. bien, du coup. Il joue très bien. Mais en fait, quand il grandit, le physique du jeune homme du garçon qui a grandi, il est vraiment, comme l'agent immobilier, très angoissant. Ah ouais, clairement. Moi, je ne vais pas le croiser, lui. Jesse Eisenberg aussi, il est angoissant. Il joue Jesse Eisenberg dans tous ses films. C'est lui dans la vie réelle, en fait. Et ouais, c'est une espèce de Woody Allen. Tu vois, on sait pas s'il il a été invité pour venir. Il est arrivé sur le plateau, il a dit on fait un film. Bah allez, on y va. J'ai beaucoup de mal moi avec ce comédien. Je crois que les deux, ils ont déjà fait un film ensemble. C'est possible. Je sais plus. C'est possible. Dans le genre Michael Cera, un peu pareil. Oui, c'est vrai. C'est un genre d'acteur. Oui, bon. c'est des acteurs. Bon, voilà, ils passent bien à l'écran, mais ils jouent toujours de la même manière. Voilà. Et puis il a ce phrasé très rapide avec cet accent un peu, tu vois, juif new-yorkais. Exact. J'ai toujours l'impression de voir Woody Allen, mais le Woody Allen, tu vois, du 21e siècle. Exact, tout à fait, ouais, c'est ça. Du coup, voilà. On va s'arrêter là-dessus. Woody Allen du 21e siècle, Jesse Eisenberg. Dans une maison. Bon, merci Loris, merci Mathieu. Il se souvenait même pas de mon prénom. T'as pas Tout dit ça bonjour. parce que j'ai pas dit bonjour. Voilà. Bonjour Mike, je m'appelle Mathieu, je te dis bonjour et là je te dis au revoir Mike. Au revoir, ciao, à bientôt.